Et salut, donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Hier, tu te souviens qu'on a vu la partie collaboration, partie relativement facile à comprendre. Là, quelque chose un peu plus technique, c'est tout ce qui est Docker et serverless. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Docker, on parle de serverless. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible et voir comment un responsable informatique peut comprendre pourquoi pour ses équipes de développement, c'est si important aujourd'hui, et au moins que tu puisses connaître. Hein. N'oubliez pas que ce cours 100% gratuit que je te propose, c'est vraiment un cours de vulgarisation. Après, tu peux toujours aller sur le net pour aller beaucoup plus loin. Alors, on va voir donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la containerisation, les différences entre containerisation et virtualisation, l'exemple de l'application containerisée, les containers et serverless, et qu'est-ce que c'est que Kubernetes. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Si t'es pas dans l'IT, c'est un peu compliqué pour toi, mais on va essayer d'être le plus simple possible. Tu sais qu'aujourd'hui, dans l'informatique, on utilise ce qu'on appelle la virtualisation. Alors, la virtualisation, c'est quoi? C'est que il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que la plupart des boîtes aujourd'hui, la plupart des responsables informatiques ont acheté sur site, en fait compte, sur site, ça veut dire dans leur centre de données, hein, dans les locaux de la boîte, des gros serveurs. Donc par exemple, je sais pas, on va en prendre un serveur Dell serveur, ok. Et puis j'achète ce serveur-là. Et puis ce serveur-là, donc tout dépend de la puissance. Je peux avoir des gros serveurs ici avec plusieurs serveurs. Je peux avoir un seul serveur, ce qu'on appelle des racks. Hein. Et puis donc voilà, j'ai ce serveur-là et donc j'ai besoin de créer des machines virtuelles. Alors c'est une machine virtuelle, c'est comme c'est comme un ordinateur physique, sauf qu'on le virtualise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te prends l'exemple, ce que tu vois à l'écran là c'est une solution qui s'appelle VMware. Si je sais pas si tu vois mon écran, ouais, tu vois mon écran, c'est bon. Bah, j'espère que tu vois mon écran parce que sinon c'est pas terrible. Ici, tu vois, j'ai énormément de serveurs. Alors, ça paraît bizarre, c'est que la virtualisation, c'est ça, c'est que au lieu que j'ai besoin d'acheter, je sais pas moi, imaginons que j'ai besoin d'un serveur dans lequel qui fait serveur d'impression, un serveur de fichiers, un contrôleur de domaine, etc. Enfin, c'est des termes, ou un serveur de messagerie. Je ne vais pas m'amuser à acheter 10 serveurs comme ça physiques. Vous imaginez un peu la taille que ça va prendre, ou 15 ou 16. Non, j'en ai acheté qu'un seul. Et puis sur ce serveur qui est très costaud, hein, je vais créer des machines virtuelles. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, j'ai une machine Windows 10. Vous voyez bien que c'est pas une machine physique, c'est une machine virtuelle. Et quand je clique dessus, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Windows 10. Donc vous voyez, je vois Windows 10. C'est comme votre poste de travail, c'est comme le poste sur lequel vous êtes en train de suivre la formation, par exemple. Ou bon, il y en a beaucoup qui utilisent des smartphones, mais vous voyez. Et là, j'ai une machine avec Windows 10, vous voyez, un menu démarrer, etc. Tout. Enfin voilà, c'est une machine virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que cette machine n'existe pas physiquement. Elle tourne, c'est-à-dire que la machine est exécutée sur un gros serveur comme ça, mais pour une question de place, hein, comme je l'ai dit, pour une question de performance, après ça dépend du nombre de machines que vous avez, hein, évidemment, je vais créer des machines virtuelles, et au lieu d'acheter 20 ou 30 serveurs physiques comme on faisait avant, j'installe, je vais utiliser une solution de virtualisation, par exemple VMware, alors il y a Hyper-V, il y a plusieurs solutions, il y a Nutanix, etc. Tout. Et puis je vais aller sur ce gros serveur là, hein, où on voit que sur ça c'est un serveur physique que j'ai, où j'ai 96 Go de RAM et puis j'ai donc des CPU physiques, faire de la virtualisation. Donc la virtualisation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a plusieurs acteurs comme VMware, comme Hyper-V, comme Xen, comme Nutanix, Oracle, IBM, enfin tout le monde fait de la virtualisation, forcément, ça paraît logique. Donc, donc si je reviens ici sur, j'espère que j'étais un peu plus clair, enfin j'espère. On sait que aujourd'hui une machine virtuelle, c'est exactement comme une machine physique. Hein, c'est ce que je t'ai dit. Ça permet d'isoler les différentes machines virtuelles. Le problème des machines virtuelles, c'est que ça prend de la place. C'est assez gros. C'est pas facile à créer, ça peut prendre du temps. Donc imagine que t'es un groupe de développeurs, imagine que tu as 50 développeurs, ok, tu es dans une grosse boîte. Et les 50 développeurs, ils développent des softs. Okay. Est-ce que tu penses que tu vas leur filer à chacun 50 machines virtuelles? Enfin, chacun. Tu vas créer 50 machines virtuelles, et puis peut-être qu'un développeur va dire, ah ben moi je veux développer en Java, moi je veux développer en .NET, donc il faut recréer des machines virtuelles. C'est pas gérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise du Docker. Donc le Docker, c'est simplement, c'est comme des machines virtuelles, mais mais on peut créer 4 à 6 fois plus de machines virtuelles, et surtout, c'est très léger.
D'accord? Donc ça veut dire que quand je crée un Docker, c'est comme le principe d'un serveur physique avec des machines virtuelles, sauf que c'est beaucoup plus petit au niveau de la taille. Donc c'est super agile, c'est super léger. Les développeurs ils adorent parce qu'ils peuvent comme ça installer un environnement de développement en quelques secondes. Et la plupart des boîtes aujourd'hui utilisent Docker. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc en tant que responsable informatique, si on vient vous voir et qu'on vous dit on a besoin de Docker, qu'est-ce que c'est qu'un Docker, hein? C'est pas un Docker avec des conteneurs, avec des bateaux, hein, même si c'est le même principe enfin, au niveau du logo, mais c'est simplement un environnement agile où je vais pouvoir justement créer très rapidement des environnements un peu comme des machines virtuelles dans lesquelles je vais prendre une image, c'est-à-dire Windows ou Linux, hein, donc, puisque quand vous créez des conteneurs sur Windows, c'est que Windows et Linux, que Linux, pour pouvoir justement créer ces petits conteneurs. Le Docker, c'est open source. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple vous allez sur le site Docker, voilà, je vais Docker, ici vous voyez que vous avez Docker, et c'est vraiment utilisé précisément pour les développeurs, hein. Donc ça veut dire que je télécharge le produit Docker, alors il est proposé évidemment par défaut sur les plateformes de cloud, et puis je vais pouvoir commencer à créer ces petites machines virtuelles, enfin c'est pas des machines virtuelles, on pense que c'est une machine virtuelle, mais c'est comme une machine virtuelle, sauf que ça prend beaucoup moins de taille, puisque c'est lié à la machine physique, c'est très agile, etc. Tout. Et je vais sur un Docker Hub et je récupère des images toutes faites, et en quelques secondes, j'ai comme une machine virtuelle. Donc évidemment que pour les développeurs, c'est super intéressant, parce que c'est beaucoup plus fin, et puis en quelques secondes, je peux créer des environnements de développement. Alors, il y a des alternatives à Docker, c'est CoreOS par exemple, hein, pourquoi pas. Alors, on va parler maintenant de serverless. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler de serverless. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serverless? Alors, un serverless, c'est cette solution pour créer des applications. Donc, imaginons vous voulez créer une application, vous êtes développeur, hein, vous faites développer en .NET, en Java, en Node.js, en PHP, et puis vous voulez pas vous soucier de l'infrastructure. Donc, vous voulez pas créer des machines virtuelles ni des Docker, vous voulez rien faire. Vous voulez juste prendre le code et le mettre sur le cloud. Eh bien, c'est ça le serverless. Serverless, sans serveur, ok? C'est-à-dire que vous ne souciez pas de l'infrastructure. Et aujourd'hui, beaucoup de boîtes utilisent ça parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est des fonctions qui sont relativement éphémères, d'accord, puisque c'est pas comme le Docker ou les machines virtuelles où vous voyez que c'est vraiment comme des machines virtuelles, il y a un système de stockage. Non, là c'est vraiment des solutions très éphémères. Donc vous avez, je sais pas, par exemple une société par exemple qui va faire des systèmes de comparaison de billets d'avion. Eh bien, elle va avoir des fonctions, plein de fonctions qui vont tourner, qui vont attendre que vous, vous fassiez une demande, par exemple, pour partir en Espagne. Eh bien, le système va ensuite, il y aura une fonction qui va tourner, qui va voir que quelqu'un a fait une demande, qui va ensuite prendre la demande et qui va l'envoyer à toutes les sociétés d'aviation, voilà, tour opérateurs pour récupérer le meilleur prix pour aller en Espagne. Voilà, c'est des fonctions qui tournent derrière et vous n'avez pas à vous soucier de l'environnement, en fait, compte. Et aujourd'hui, vous avez Azure qui le propose, vous avez Google. Alors Google c'est le créateur hein, de Kubernetes, on verra ce que c'est après. Voilà. Donc il y a vraiment une différence entre conteneur et serverless, hein, puisque sans serveur, bien en général, c'est des petites fonctions qui sont limitées dans le temps, alors que les conteneurs, voilà, c'est quelque chose avec la mise en cache, donc c'est quelque chose de plus important, qui est très utilisé aujourd'hui, mais c'est vrai que le serverless a une durée de vie quand même qui est assez limitée. La persistance de l'état, c'est-à-dire le stockage, eh bien, on a vu que le serverless est très petite courte durée, donc il n'y a pas vraiment de système de stockage, alors que les conteneurs, oui. Et puis, pareil pour 100 serveurs, hein, on a vraiment un système qui est vraiment dans une logique de comme une notation en eau. Hein. Votre fournisseur ouvre le robinet et vos consommateurs peuvent acquérir autant d'eau dont ils ont besoin à tout moment. D'accord? Ils ne payent que ce qu'ils utilisent, alors que le conteneur, non, vous payez pour quelque chose. Donc on a plusieurs solutions. On a, par exemple, Google voilà, propose un système de serverless, hein, les Cloud Function, App Engine ou Cloud Run, c'est ça, hein, c'est typiquement ça. Alors maintenant, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Kubernetes, imaginons que vous avez plein de conteneurs. Vous en avez des milliers et des milliers. Il vous faut une solution pour pouvoir gérer tous ces conteneurs. Et Kubernetes, c'est ça. Kubernetes, c'est une solution qui va permettre justement de pouvoir créer des clusters. Et grâce à Kubernetes, eh bien, je vais pouvoir gérer tous ces conteneurs à un endroit central. On peut imaginer dans un port où les bateaux arrivent et il y a ces différentes grues. Voilà, les grues, c'est un peu comme Kubernetes. C'est un système qui va permettre d'aller décharger et recharger les conteneurs. Kubernetes a été créé par Google.
Donc ça veut dire que Google, c'est le leader mondial. Et vous savez qu'il déploie plus de 2 milliards de conteneurs par semaine. Enfin, c'est un truc énorme. Donc Kubernetes, vous en avez besoin, eh bien, quand vous avez un nombre très important de conteneurs, évidemment. Donc ça, c'est important, puisque sans Kubernetes, c'est ingérable. Donc, avec Kubernetes, on peut orchestrer, on peut contrôler, automatiser. Donc, c'est vraiment comme la tour de contrôle dans un port, hein. Et puis, je vais pouvoir gérer des systèmes qui va permettre de se dire, bah, s'il n'y a pas assez de puissance, eh bien, je vais créer de l'autoscaling. Ça veut dire qu'il va augmenter le nombre de conteneurs. Et si un conteneur meurt, il va en créer un autre. Enfin, c'est un truc absolument génial. Vous avez une démo ici sur YouTube si vous voulez voir un peu techniquement, mais je pense que c'est pas votre truc, mais vous pouvez toujours y aller et voir comment créer un conteneur. Donc résumé sur serverless. Serverless, c'est vraiment parfois appelé fonction as a service, d'accord? Donc ça veut dire que n'oubliez pas que c'est vraiment quelque chose qui est limité dans le temps, et puis surtout je ne consomme que ce que j'utilise. Le serverless également n'élimine pas les serveurs, mais vise à reléguer au second plan les questions liées aux ressources, d'accord? Et le terme est souvent associé au mouvement NoOps, c'est-à-dire que évidemment ou au nom de face ou de race. Docker, donc on a vu que ça permet de déployer des petits conteneurs. Un conteneur, c'est une enveloppe d'application avec un logiciel. Les conteneurs sont construits à partir d'images. Elles sont très légères, très portables et ça permet aux développeurs de pouvoir créer, déployer, exécuter efficacement les applications. Et Docker offre également un temps de démarrage réduit en quelques secondes. C'est incroyable. Voilà. Donc, petit résumé de Kubernetes, j'allais dire, voilà, on n'a pas fini. Kubernetes, lui, c'est une solution, n'oubliez pas, qu'on appelle donc KBS. C'est une plateforme pour automatiser ces conteneurs-là. Ça évite d'avoir une solution manuelle et ça permet de créer, en fait, compte, rassembler au sein de clusters des hôtes, hein, donc des serveurs, et avoir une gestion globale, justement, de tout ça. Donc, j'espère que j'étais un peu clair, c'est quand même très technique, je vous l'avoue. Allez peut-être sur internet pour aller voir, ou sinon j'ai une formation sur Fluctuation IT sur le Docker qui a été créé par Mohamed. Voilà, donc on a terminé, et puis demain on va voir tout ce qui est data science, intelligence artificielle et deep learning. Allez, à demain, salut!